Voilà, elles sont revenues, il y a eu plus de naissances, enfin, je ne sais pas par quel moyen, mais du coup, la population est plus importante. Du coup, moi, je me demandais par rapport à la crise actuelle, là, la crise du Covid qui se poursuit probablement avec la guerre, voilà, je ne sais pas comment ça va se profiler. Est-ce que d'ores et déjà, on sait s'il y a eu des personnes qui sont revenues, puisque euh, par rapport à mathématiques personnelles et en plus par rapport à ce que dit Nadine, puisque moi je travaille sur le rapport des mères et des fils, euh, moi j'ai observé une très petite population de fils qui reviennent. Est-ce que sur ces 2 années-là du Covid, il y a déjà des chiffres de remigration, sachant qu'en plus il y a eu un contexte de confinement qui était peut-être plus difficile en France que chez nous? Est-ce qu'il y a des chiffres de personnes qui sont revenues, qui ont laissé les études, qui ont laissé un contexte difficile et qui, du coup, sont revenus en Martinique, soit temporairement, soit de façon définitive et voilà, qui ont remigré vers chez nous? Ou est-ce que c'est trop court, 2 ans, pour savoir encore? Alors, le premier élément de réponse, d'abord pour dire que sur la période 2006-2009, on est plutôt sur de la baisse, sur de la stabilité d'abord, 2006, 2007, 2008. La baisse s'enclenche quelque Ah part oui, entre 2008 et c'est monté, 2009. puis ça stabilise. Voilà. Et après, oui, effectivement, pour l'instant, on n'a pas les statistiques consolidées pour dire les effets ou pour mesurer les migrations sur les 2 dernières années. Compte tenu de la méthode du recensement, on a toujours un retard, entre guillemets, de 3 ans. Donc ça, on va le savoir bientôt, mais pour l'instant, c'est périlleux de s'avancer sur les stades de migration sur les deux dernières années, compte tenu de la méthode que j'ai exposée tout à l'heure. Mais est-ce que globalement, ou est-ce que c'est une interprétation de ma part, hein, est-ce que globalement, ça veut dire que quand il y a un contexte qui est difficile, une situation de crise, que les gens reviennent en Martinique, qu'ils se stabilisent en Martinique d'où ils viennent et qu'ils y font des enfants? C'est une hypothèse forte, je trouve. Oh. Mais après, on ne le mesure pas bien. Je considère que c'est une hypothèse forte parce que vous pouvez avoir les deux. Pourquoi je dis ça, c'est que notamment dans l'enquête migration, famille, vieillissement, moi j'ai les souvenirs que quand on avait, où on interroge les personnes en fait au moment de leur retour, on leur demande mais qu'est-ce qui vous avait incité à partir? Et généralement, ce qui incite à partir, c'est la recherche d'un emploi. Donc, si la situation économique est dégradée, et après, il faut regarder en relatif entre Martinique et, bon, essentiellement, c'est des mouvements vers la métropole. Si la situation est plus dégradée économique est plus dégradée en Martinique qu'en métropole, ça peut inciter plutôt à partir qu'à revenir, en fait. C'est ça Sauf qui… qu'ils ont une maison en Martinique. Oui, parce qu'il y a des retours en Martinique. Il me semble que la crise économique avec 2007 ou quelque chose comme ça, enfin, dans la période de Nicolas Sarkozy et tout ça, Oui. a poussé les gens à revenir en Martinique et à s'installer dans une perspective plus durable. Oui, parce qu'ils reviennent à leur famille, en fait. Alors, il peut y avoir ça, mais vous voyez bien que quand on regarde sur longue période, dans les mouvements, et parce que la baisse là, de la population, elle est à la fois due à un resserrement du solde naturel, mais beaucoup à une dégradation au fil des années du solde migratoire. Ça par contre, c'est certain de notre côté. Donc, qu'il y ait eu certains mouvements dans ce sens-là, pourquoi pas, ils sont pas de nature, en tous les cas, à renverser la tendance et à atténuer les départs qui sont, eux, de plus en plus nombreux. En fait, ça donne l'impression que quand il y a la crise, ils viennent, qu'ils restent un petit moment et que dès que la crise est passée, ils s'en vont.
ça donne l'impression qu'effectivement, pendant la crise, ils viennent parce qu'ils peuvent revenir à leur famille, parce que économiquement, ils ne paient pas de loyer, ils ont un contexte familial qui est aidant, qui est favorable. Peut-être qu'ils y font des enfants, mais que malgré tout, ce n'est jamais un contexte qui est suffisamment favorable pour qu'ils y restent, puisqu'après, là, en voyant la courbe, c'est peut-être une interprétation, mais que ce n'est jamais suffisamment favorable pour que ça reste stable, puisque la crise étant passée, eh bien, ça recommence à… Il y a une autre hypothèse qui peut être vue, c'est celle des métropolitains, globalement, qui pourraient quitter parce que la situation est un petit peu en crise en métropole et venir se reposer aux Antilles, parce qu'il y en a eu beaucoup dans cette période-là. Bon, après, je ne sais pas si ce sont des Antillais eux-mêmes ou ce sont d'autres personnes qui viennent. Mais il semble que quand il y a une crise sur un territoire, que ce soit la métropole ou la Martinique, il y a un mouvement de population. Et ça, il faudrait le vérifier sur les 2 années qui sont passées là, voir si la crise, quel a été le mouvement qui s'est produit entre 2019 et 2022, voire 2023. Parce que les deux crises seront comparables. Parce que 2005, 2007, il y a eu quand même des crises sociales, il y a eu des crises identitaires, il y a eu des crises économiques qui font que les gens se sont déplacés d'un côté, et il faudrait regarder d'abord la typologie de cette population qui s'est déplacée. Est-ce que c'est une population martiniquaise, même si c'est difficile à avoir, ou est-ce que c'est une population de personnes nées en Hexagone, vivant dans l'Hexagone, qui sont venues en Martinique, et quel mouvement, quand il y a une crise en Martinique, quel mouvement migratoire se produit entre la Martinique et l'Hexagone? Enfin bon, ça après, il faudra regarder, mais ça me semble être quelque chose de… Il y a un intérêt à savoir comment les gens, en fonction de la manière dont ils vivent, s'ils sont sous crise en métropole, ils vont se déplacer, ou s'ils sont sous crise en Martinique et ils vont partir sous une autre cloche ailleurs. Il y a quelque chose comme ça dans le mouvement migratoire qui me semble à regarder. Moi, je pense que ce sont en effet des questions intéressantes. La limite à laquelle on va se confronter, c'est par rapport aux outils de mesure dont on dispose actuellement. Très concrètement, dans le recensement, on demande chaque année aux personnes interrogées où habitiez-vous un an auparavant. Et toute la partie analyse sur pourquoi vous avez migré, combien de temps, etc. Parce qu'en fait, très concrètement, dans le recensement, on vous demande, j'ai bien dit, où habitiez-vous un an auparavant. Si vous êtes parti 6 mois et que vous êtes revenu et qu'un an auparavant, vous êtes au même point que là où vous êtes au moment où on vous interroge, mais vous n'avez pas fait de migration. Hein. Mais ça, c'est quelque chose qui est admis, en fait. Il peut y avoir, en infra-annuel, des mouvements migratoires. Je peux très bien être parti 6 mois de Martinique. Quand je reviens, je me fais recenser et on me demande où habitiez-vous un an auparavant. Je dis, j'habitais là un an auparavant. Sauf qu'il n'y a aucun moment dans le questionnaire où on me dit, ah oui, mais pendant les 6 mois, vous étiez parti en métropole, au fait. Donc ça va, à mon avis, ça va aller, ça va au-delà de ce que peut mesurer le recensement. Voilà. Mais c'est des questions, évidemment, et je comprends que d'un point de vue sociologique, ce sont des points, des éléments de compréhension dont vous avez besoin et qui sont très intéressants. Il y a quelques réponses dans l'enquête MFV qui distinguent les natifs de retour, au contraire, les entrants, disons. Mais ce que je voulais dire par rapport à la question de Kathleen, c'est que l'enquête MFV, justement, elle a été faite en 2009. Et la question a été posée aux Martiniquais, disons de moins de 40 ans, enfin elle était peut-être posée à tout le monde, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai plus le chiffre en tête, mais un très grand nombre répondaient que si on leur proposait, enfin s'ils avaient la possibilité d'un emploi en métropole, ils partiraient immédiatement. C'est la crise. Si c'est fait en 2009, est-ce que ce n'est pas lié à la situation, bon, sans vouloir emboliser sur cette question-là, hein, mais à mon avis, il y a des enjeux autour de la situation sociale qui, de toute façon, fait bouger les gens. Bon, après ça, on va voir ça après. Ce n'est pas le plus important là. Voilà. Merci pour vos réactions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tous les cas, on peut toujours poursuivre et puis les prendre après, mais c'est comme vous voulez.
J'ai juste une question très rapide, Oui, oui. dans le même niveau, qui est de savoir, est-ce qu'on arrive à déterminer l'origine géographique des migrants? Par exemple, s'il y a des migrants qui proviennent de la Caraïbe, de Saint-Lucie, République dominicaine, etc., est-ce qu'on arrive à chiffrer en fait les origines géographiques? Ça, c'est possible de le faire dans le recensement pour les entrants, c'est-à-dire avoir détaillé la statistique des arrivées, des personnes qui sont arrivées en Martinique, d'où ils viennent. C'est toute la difficulté, c'est la raison pour laquelle on n'a pas un solde, pour laquelle on utilise un solde migratoire résiduel, c'est que pour les mouvements par rapport à l'étranger, on a les arrivées sur le territoire, mais on n'a pas les départs. Donc, ce qui nous empêche de calculer un solde. Mais en matière d'arrivée, comme on demande dans le questionnaire où habitiez-vous un an auparavant, donc la personne indique le pays d'arrivée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut, oui, qu'on peut sortir, si ça vous intéresse. D'ailleurs, ça doit être en partie disponible en ligne. Si on a les arrivées, on n'a pas les retours, est-ce que finalement, si ce sont des allophones, c'est une hypothèse, hein, mais si ce sont des allophones, est-ce que ces personnes ne se retrouvent pas dans une situation d'immigration illégale à un moment ou à un autre? Si ce sont des allophones, on ne sait pas s'ils sont partis. Mais bon, ça, c'est après que... D'accord, merci bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, ça va? Donc, je vais poursuivre. Donc, en fait, là, je vais vous présenter donc, la structure familiale martiniquaise. Donc là, on a représenté donc, la composition des familles. Donc là, quand vous regardez le tableau, vous voyez que la structure familiale martiniquaise se modifie avec une prédominance de familles monoparentales, donc 42% en 2018, soit une augmentation de 3 points entre 2008 et 2018. Sur ce tableau également, vous voyez qu'en 2018, seuls 4% des familles monoparentales sont représentées par un homme seul, contre 38% de femmes seules, donc représentées par un homme seul avec enfant, contre 38% de femmes seules avec enfants. Donc, on peut aussi remarquer que ces familles monoparentales sont plus nombreuses que les familles nucléaires. Donc, on appelle familles nucléaires les couples avec au moins un enfant. Et en effet, vous voyez qu'en 2018, près d'un tiers des familles vivent en couple avec enfants. Mais on peut constater que sur 10 ans, donc entre 2008 et 2018, le nombre a diminué de 8 points. Donc, en 2008, on était à pratiquement 38% de familles composées de couples avec enfants et on arrive voilà, à près de 30% en 2018. Et aussi, on peut remarquer que les couples sans enfants augmentent de près de 5 points entre 2008 et 2018. Donc, ça, c'est pour la composition des familles. Donc là, on vous a représenté un tableau avec le nombre de familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans. Donc, on constate que la proportion de familles avec un enfant reste sensiblement la même donc entre 2008 et 2018, donc ce qui représente 3 familles sur 10. Par contre, le nombre de familles nombreuses diminue. Moins de 2 familles sur 10 ont 2 enfants. Et on remarque qu'il y a une diminution de moins 4 points entre 2008 et 2018. Et on constate également que moins d'une famille sur 10 est une famille nombreuse, c'est-à-dire ayant 3 enfants ou plus. Je tiens aussi à mettre en exergue la proportion de familles avec aucun enfant qui augmente de près de 9 points entre 2008 et 2018. Donc, on est en 2008 à près de 37% et on arrive à 46% en 2018.
donc ça c'est pour les familles. Donc je vais vous présenter donc les ménages. Oui, j'avais juste deux questions. Une réaction à ce niveau? Oui. Oui, deux questions. D'abord, sur la question de l'augmentation des familles monoparentales, je me pose la question du nombre de grossesses précoces dans cette période-là. Voilà. Et puis, la deuxième question, c'est sur l'augmentation de 9 points des familles qui n'ont pas d'enfants. Est-ce qu'il y a une plus grande proportion de célibat chez les hommes et chez les femmes à ce moment-là? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont... Parce qu'on a une augmentation des familles sans enfants. C'est surtout la première question qui m'intéresse, c'est-à-dire les grossesses précoces. Les grossesses précoces et l'augmentation de la monoparentalité chez les femmes, qui atteint près de 40%, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est vrai que je n'ai pas le chiffre, mais je sais qu'on constate une augmentation des grossesses précoces. Donc, c'est des chiffres qu'on pourra vous fournir par la suite, si les collègues l'ont sous les yeux. Et sinon, en tous les cas, c'est vrai qu'on a une augmentation forte et qui ne cesse d'augmenter des familles monoparentales sur le territoire Martinique. Ça, c'est clair. Je peux, peut-être comment dire, on peut retourner sur le tableau précédent. Oui, voilà, juste une question qui peut paraître bête, mais quelle différence qu'il y a entre les familles monoparentales et l'homme seul avec enfant ou femme seule avec enfant? C'est la déclinaison. Non, parce que oui, je regarde par rapport à la face. C'est une déclinaison de la famille monoparentale. Voilà, okay. C'est une déclinaison. C'est bien ça. C'est bien une déclinaison. C'est là où on voit les... Voilà. D'accord, c'est bon. Merci. Ben, je vais continuer. Oui, là, c'est bon. Il y a une main qui est levée. Je vois moi, je ne vois pas du tout, comme je partage l'écran. C'est quelqu'un qui a dit bonjour. Alors, Madame Tonia Mélina Hyacinthe s'est connectée à la médiatrice parentalité. Elle a levé la main. Je ne sais pas si elle est prête à intervenir parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait se connecter, qu'elle ne serait pas forcément tout de suite prête à intervenir. Donc, si c'est d'accord. Lorsque vous serez prête, Madame Mélina Hyacinthe, vous nous direz. D'accord? Merci. D'accord. Il y a juste en guise de complément, Isabelle, sur le tableau qu'on regardait tout à l'heure, préciser aux participants que, évidemment, la déclinaison au niveau communal, communauté de communes, de ce type de données-là est disponible. D'ailleurs, en accès libre sur notre site. Moi, en regardant un petit peu déjà au niveau communauté d'agglo, donc entre le centre, le sud et le nord, c'est vrai qu'il y a quand même des petites différences. Typiquement, la part des familles monoparentales dans le centre qui regroupe Fort-de-France, Schellcher, Saint-Joseph et Larmontin culmine à 46%. Donc, c'est la zone où il y a le plus de familles monoparentales. Et là où il y en a le moins, c'est dans l'espace sud, où on tombe à 39%. Donc, il y a peut-être des éléments d'analyse différenciés à faire. Je me permets de le préciser parce que dans une présentation précédente faite auprès de l'Observatoire, c'est une question qui nous avait été posée. Donc oui, ce n'est pas uniforme entre les différents territoires de la Martinique. Il y a sans doute des spécificités, mais que là, sur lesquelles votre éclairage et la connaissance terrain que vous avez est précieuse pour analyser ce type de différentiel-là. Merci. Alors, donc, je vais donc vous présenter les ménages selon leur composition en Martinique en comparaison avec la France. Donc, juste pour rappeler qu'au sens statistique, un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Donc, en Martinique, on note que près d'un quart des familles monoparentales, près d'un quart de familles monoparentales au sein de ménages, contre seulement 10% en France. Donc, on compare aussi ce chiffre
un quart de couples avec enfants en France, donc 25%, contre seulement 18% en Martinique. Et on note également que la proportion de couples sans enfants reste plus importante en France. Donc là, vous voyez, c'est le bleu, donc ici. Non, attendez, ici, voilà, c'est ce bleu-là, le 26% en France, donc contre 17% en Martinique. Donc ça, c'est pour la composition des ménages. Donc là, je vous présente un graphique d'évolution, donc de la taille des ménages en historique entre 1968 et 2018. Et là, ce qu'on mesure aussi, c'est le nombre moyen d'occupants par résidence principale. Donc, ce que vous pouvez constater donc, sur ce graphique, on constate que la taille des ménages est en constante diminution depuis 40 ans. Donc, ce sont des données que nous pourrons vous fournir. Hein. Donc, nous avons représenté ici donc, le nombre de personnes de 15 ans ou plus qui vivent seules, vivant seules, mais selon l'âge. Donc là, donc sur plusieurs périodes, en 2008, 2013 et 2018, et en fonction de leur âge, par tranche d'âge. Donc, on constate que le nombre de personnes vivant seules augmente, quelle que soit la période, plus on avance en âge. Donc, plus on avance en âge, donc le nombre de personnes seules, et ce phénomène s'observe entre 2008, que ce soit en 2008, 2013 et 2018. Concernant, donc là, on a représenté ici le statut conjugal des personnes de 15 ans ou plus en 2018. Et donc là, on note qu'on n'a que 31% de couples mariés. Et au contraire, la part des célibataires se rapproche des 50%. Donc, on est à 48,3% de célibataires en 2018. Donc là, justement, on en parlait tout à l'heure. On va parler également des jeunes et des migrations, donc tout ce qui est insertion sociale et professionnelle des jeunes. Donc, juste pour vous, quelques données de cadrage, pour vous dire qu'au 1er janvier 2022, donc le nombre de jeunes âgés de 15 à 29 ans donc, est estimé à 53 230 et représente 15,2% de la population. Et parmi cette population, on a près de 51% de femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que le chômage touche particulièrement les jeunes. Donc, ils sont 5 700 chômeurs âgés de 15 à 29 ans en 2020, et ce qui représente un taux de chômage chez ces jeunes de 29%. Évidemment, donc, le diplôme est un atout pour s'insérer professionnellement, sans être le garant. On retrouve aussi beaucoup de sous-emploi, donc qui est un substitut. Et on a aussi une grosse part de jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. Donc, ça représente en fait 31%. Donc, on a été à 31% en 1999 et on reste toujours à 28% en 2017. Donc, on pourrait parler de légère amélioration. Mais comme on en parlait tout à l'heure, il faut le nuancer puisqu'on a un fort départ de nos jeunes de 15 à 29 ans. Donc, voilà. Donc, 3 jeunes sur 10 sont ni en emploi ni en formation. J'ai juste une question. Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'ils font s'ils sont ni en emploi ni en formation? Alors, donc, ce sont des choses qu'on peut peut-être, je ne sais pas si on a ces données-là. Je ne sais pas. Oui. OK. J'ai une autre question là-dessus. Est-ce que justement ces jeunes-là, est-ce qu'on sait s'ils sont davantage issus d'une famille de parents mariés, en couple ou monoparental? Est-ce qu'on a les moyens de savoir ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ce sont des croisements qu'on peut faire, mais je ne sais pas si on a, je ne crois pas qu'on ait ces données précisément.
Parce que je me demandais, j'essaie de voir s'il y a des liens. C'est pour ça, s'il y a des liens entre la monoparentalité et l'absence de diplôme et des choses comme ça. Oui, oui. Voire même la délinquance, par exemple. Je ne sais pas si je vais préciser après. Ah non. Alors, c'est un sujet qui est en cours, voilà, D'accord. Dans la d'instruction recherche, chez nous. dans la recherche d'informations complémentaires par rapport au taux de chômage, touche particulièrement les jeunes. Est-ce que vous savez si ce taux de chômage concerne plus les jeunes femmes ou les jeunes hommes? Ou, enfin, ça ne m'apparaît pas, mais si dans les informations complémentaires, vous pourriez nous les dire. Oui, on pourra vous les donner, mais c'est plus les femmes, oui. C'est un chiffre qu'on pourra vous fournir. Je ne sais pas si les collègues les ont. Quand je parlais des ni en emploi ni en formation, c'est une thématique prégnante, notamment au niveau national. Donc, il y a certaines régions qui ont déjà investi sur le sujet et actuellement, nous sommes en relation particulière avec la préfecture pour voir si on peut contractualiser par le biais d'un partenariat pour travailler sur ce sujet-là ensemble et faire fournir du coup un éclairage sur le sujet. Donc vraiment là-dessus, on est au cœur de notre actualité puisque l'équipe en charge des études est dans la phase exploratoire justement sur l'identification et la caractérisation de ces populations-là. Donc, dans quelques temps, nous pourrons a priori vous fournir des éléments sur ce sujet. En fait, c'était dans le sens, est-ce qu'ils sont ni en emploi ni en formation, mais sont-ils en attente que la formation commence ou ils ne sont pas en emploi, mais est-ce qu'ils sont demandeurs d'emploi ou en recherche d'emploi, par exemple? Voilà. Parce que du coup, je me dis, ils ne peuvent pas faire rien. Ils peuvent pas être en emploi, mais en recherche d'emploi. C'était ça ma question. Une question qui va, à mon avis, toujours dans ce sens-là. Quelle est la proportion, si on va sur le schéma de la délinquance et des chiffres de la délinquance, quelle est la proportion de jeunes dans cette période-là qui sont passés par l'institution judiciaire ou qui ont été dans un milieu ouvert, fermé ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on a des chiffres à ce niveau-là pour essayer de comprendre s'il y a une incidence dans l'oisiveté sur la délinquance ou l'emprisonnement, l'enfermement, des choses comme ça? Pour nos amis extérieurs au territoire, vous aurez compris que, en fait, nous sommes dans une situation de mutation intense, on peut même dire brutale et profonde, et que les esprits et les réflexions sont en train d'essayer de s'adapter à ces évolutions-là. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de travail à faire, et malheureusement, les moyens dont nous disposons pour répondre à ces questions-là, sont encore, les moyens sont toujours limités, mais là, il nous en manque, j'ai l'impression. Il nous en manque beaucoup. Voilà. Alors, peut-être pour commencer, parce que je disais que les analyses exploratoires sont en cours, et, je vais vous donner quelques... Je vois qu'il y a des attentes fortes, donc je vais vous donner des éléments en avant-première. Parmi les jeunes, ni en emploi, ni en formation, on a la majorité qui sont au chômage. Donc, c'est de l'ordre de un peu plus de 50% sont au chômage. Ensuite, le reste, donc les autres sont en situation d'inactivité, hors études ou formation. Donc, Aussi d'être en inactivité. Pardon? C'est ça qui se passe. Mais quelqu'un ne peut pas être en inactivité. Et pourtant, si, c'est ça, c'est justement mais ça. Oui. Et ça veut dire elle est là. Non, elle n'est pas là. C'est justement pour ça que je pose la question des personnes qui sont emprisonnées, des personnes qui sont sous main de justice, sont en milieu ouvert ou en milieu fermé, et que ça peut peut-être nous donner des indications sur la question de la délinquance. Non, mais c'est impossible. Ils font de la drogue. Quand on parle d'inactivité dans nos... Non, mais c'est impossible. Ils font forcément quelque chose. Bien évidemment. Quelqu'un ne peut pas... Non, mais alors, après, voilà. Ça peut peut-être choquer, hein, mais il y a des situations, une femme au foyer,
Même des s'ils sont de la jobs du DPR, business. quelqu'un ne peut pas rester là. C'est pas... Non, mais voilà, enfin, moi, du coup, ça me choque. Ça me choque. Moi, quand 3 jeunes sur 10 sont au chômage, en chômage, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu es là, tu chômes. C'est impossible. Non, mais... Je pense qu'ils font des jobs, ils coupent de l'air pour quelqu'un. Non, voilà. Ah non, mais après, c'est pas impossible qu'il y ait de l'emploi informel. Hein. Ça, c'est un sujet qui revient. Voilà, parce que pour moi, le sous-emploi, c'est ça, ouais. Ils font quelque chose. Ça peut être aussi des mères célibataires. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, les femmes au foyer, ou pères hommes au foyer. Oui, mais une mère au foyer ne fait pas rien. Officiellement. Oui, mais elle est rangée dans la catégorie statistique des inactifs. Hein. Donc, voilà, c'est bon. Non, mais une mère au foyer n'est pas inactive. Bon, je vais me taire. Là, par contre, je vais me taire. Si les mères au foyer sont inactives, là, par contre, je ne serai pas d'accord. Bon, allez, poursuivons. Le débat sera trop long. Non, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai qu'elle est considérée comme inactive. On sait bien qu'une mère au foyer, on sait bien qu'une mère au foyer, loin d'être mère, du point de vue statistique, elle est considérée comme inactive. Donc, dans nos chiffres, voilà. Mais c'est sûr qu'une mère au foyer, elle travaille certainement beaucoup plus que certains. J'espère qu'elle est professionnellement inactive. Voilà, c'est ça, professionnellement inactive. Voilà. Et au ministère du truc de la femme, que c'est très mal vu de considérer que les mères au foyer sont des personnes inactives. Je le dis quand même. Les critères qu'on utilise, effectivement. Voilà. Elles travaillent pour leur foyer. On sait aussi l'importance. Enfin, on sait. On a une idée, on imagine un peu l'importance d'une part du travail informel, hein, on va dire ça comme ça, sur le territoire, hein, y compris dans des activités illégales ou à la limite de la légalité, on va dire ça comme ça. Et puis, d'autre part, on sait aussi l'importance du chômage, hein, et forcément, le fait que des gens sont hors radar et voilà, on ne peut pas inventer des formations concernant si on n'a pas. Voilà, après, bon, c'est peut-être pour clore le débat, peut-être qu'elle ne faisait pas partie des jeunes. Voilà. Elle ne faisait peut-être pas partie des dividendes. Alors, oui, on va continuer. On a pratiquement fini. Donc, en tout cas, merci pour ce partage. Alors, donc, sur les études qu'on a faites, donc, on a vu que les natifs des Antilles, de Guyane et de Mayotte quittent souvent leur région natale. Donc, en 2017, il y a un tiers de natifs de Martinique âgés de 15 à 64 ans qui vivent dans une autre région française. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont particulièrement des jeunes qui quittent davantage leur région de naissance, donc soit pour poursuivre leurs études ou à la recherche d'un emploi. Donc, ce sont vraiment leurs principales motivations de départ. Et on a constaté également que les jeunes femmes partent plus souvent, mais elles reviennent plus vite. Donc, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais l'une des raisons du retour des femmes, c'est souvent pour raison familiale. Et l'une des hypothèses qu'on met en avant, c'est aussi souvent que les femmes reviennent pour s'occuper de leurs parents âgés. Donc voilà, ça c'est pour la partie ménage. Juste rapidement, puisque c'est vrai que Monsieur Rassis Clovis l'a largement abordé tout à l'heure, l'enquête migration, famille, vieillissement. Donc c'est une enquête qui a été menée en partenariat avec l'INED, donc spécifiquement pour les départements et régions d'outre-mer. Donc il y a une première qui a été réalisée en 2009-2010 et qui a été reconduite en 2020-2021. Donc, qui a pour objectif de mieux connaître les évolutions démographiques dans les DOM et leurs effets sur la société et l'économie. Donc, c'est assez une thématique qui va vous intéresser, vous chercheurs. Donc, les données collectées permettront d'analyser les grandes évolutions démographiques, sociales et économiques et sanitaires, donc des sociétés d'outre-mer durant les 10 dernières années. Donc là, vous voyez pas mal de thématiques qui sont abordées, donc famille, évolution des structures familiales, changement de comportement de fécondité, trajectoire migratoire,
les conditions de vie des personnes âgées, la place et les perspectives d'avenir de la jeunesse, donc l'importance de la précarité sociale, l'évolution des formes traditionnelles de solidarité en lien avec le vieillissement de la population. Donc voilà pour cette étude. Donc juste un dernier point en termes qui concerne les familles monoparentales et les maternités précoces qui sont fréquentes dans les DOM. Donc on a donc un enfant martiniquais sur 3 qui vit toute son enfance au sein d'une famille monoparentale. Près d'une Martiniquaise sur 10 a eu son premier enfant avant 20 ans. Et pour certaines, donc être mère jeune, c'est un substitut de statut social. Donc, juste pour conclure, avant de lancer, enfin, un débat qu'on a commencé, mais pour continuer le débat, vous dire que, donc, façon que ce diaporama sera mis à votre disposition, donc, Madame Laguerre vous l'enverra. Et donc, vous avez l'ensemble des liens des différentes publications sur lesquelles on s'est appuyé pour faire la présentation de ce matin. D'accord? Et n'hésitez, et donc, par rapport aussi à vos questions, donc, on fera en sorte de vous fournir aussi, par le biais de Madame Laguerre, les éléments complémentaires. Et voilà, donc j'ouvre le débat officiellement, sauf si Hugues, tu veux rajouter des éléments sur cette partie. Ça signifie qu'on peut remettre les caméras? Oui. Donc comme ça, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Voilà, comme ça, vous aurez une idée en direct de l'ambiance à l'observatoire, où ça a chauffé. Hein, donc... Il y a des passionnés, je vois. Si. Là. Ah, oui, d'accord. Ah oui, c'est le Zoom. Là. Merci. Ne s'en est pas encore remis. Voilà, donc je vais mettre toute la salle carrément. D'accord. Voilà, je profite aussi pour excuser Madame Mélina Hyacinthe, elle a un problème. Elle a mis dans le fil de discussion impossible d'accéder au microphone pour dire bonjour, mais malgré tout ce que j'ai essayé de faire avec elle, à distance, ça ne passe pas. Donc, elle est en train de se rendre à la CAF, puisqu'elle était à l'extérieur. Elle est en train de se rendre à la CAF pour essayer de voir si elle peut jouer à temps. Voilà. OK. Merci beaucoup à pour ce très intéressant diaporama qui nous a été projeté. Nos amis extérieurs, peut-être, ça vous aide à appréhender un petit peu quelques problématiques et quelques réactions au demeurant par rapport aux situations existantes. Hein, voilà. Et puis, nous attendons avec patience l'intervention de chacun et de tous. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres réactions, pas forcément des questions, mais des réactions. Ben oui, moi. Vas-y. On m'entend? Oui. Ben oui, moi, oui, j'ai une réaction sur les statistiques concernant les femmes mères au foyer inactives. Donc, effectivement, je suis quand même assez choquée que les mères au foyer soient considérées comme les inactives parce que ce n'est pas du tout… Après, je pense que l'INSEE a beaucoup plus de visibilité que ce que moi, je pense au quotidien. Mais c'est vrai qu'au quotidien, moi, je reçois des mères au foyer qui ne sont pas du tout des personnes qui sont inactives et qui, en plus, sont des personnes qui sont, on va dire, en sous-emploi ou en emploi, en emploi non déclaré. On va dire ça comme ça. Je pense que le job, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup chez nous et qui donc sont des personnes qui ne sont pas du tout inactives, mais qui ne sont pas en fait reconnues par la société. Et puis, vous avez dit que la plupart des femmes reviennent en Martinique pour s'occuper de leurs aidants. Et ça veut dire que ça aussi, c'est considéré comme… Comment? S'occuper de leurs aînés. S'occuper de leurs aînés, oui. Donc, j'allais dire des femmes
qui sont donc du coup aidantes familiales, qui reviennent pour s'occuper de leurs aînés, ce qui a priori est moins le cas des hommes, et qu'elles aussi sont considérées comme inactifs. Ce serait quand même bien que dans les statistiques, ces personnes-là ne soient pas considérées comme des personnes chômeuses et inactives. Voilà. Ben, c'est quand même la définition officielle. Ben oui, alors je ne suis pas d'accord. Donc, Voilà. Chez ces ma personnes, réaction. voilà, en fait, juste pour dire que chez ces personnes qui reviennent, c'est pas forcément que des inactifs, c'est-à-dire il y a celles qui reviennent, qui reviennent, soit qui sont mutées en Martinique, en fait, qui reviennent travailler à la Martinique aussi, et qui, bien sûr, en plus, sont aidants. Voilà. Il y a différents profils, hein, il y a différents profils. Oh non, c'était sur l'intégration de l'inactivité. Après, je pense, où qu'elle soit, que ce soit des personnes qui soient migrantes ou non, mais moi, je ne pensais pas qu'une mère de famille était considérée comme une personne inactive. C'est vraiment quelque chose qui me choque. Il y a une définition, précise des personnes actives. Il me semble bien que la définition, voilà, je pense qu'il faut partir de cette définition-là pour mieux comprendre pour quelles raisons les femmes sont considérées comme inactives, même si le vocabulaire commun, en fait, dans notre langage commun, l'inactivité, effectivement, renvoie à ce que Kathleen décrit, c'est-à-dire avoir une activité, qu'elle soit rémunérée ou pas. Mais je pense que là, on est dans un cadre bien spécifique. Et c'est cette définition-là qu'il faudrait de cette définition-là, peut-être qu'il faudrait repartir. Être inactif d'un point de vue statistique ne veut pas dire ne rien faire. C'est juste... Je suis un inactif, je crois. Vous n'êtes pas sûr, M. Sénélis? Non, alors, c'est vrai qu'il y a des conventions dans les définitions qui découlent de qui on considère comme en emploi et au chômage du point de vue du Bureau international du travail. Donc, l'INSEE a repris ces conventions-là et tous ceux qui sont ni en emploi ni au chômage sont par définition inactifs. En situation d'inactivité, voilà. Si c'est... Ce qui ne veut pas dire que ces personnes ne font rien de leur journée, absolument pas. C'est un concept statistique, pas un jugement de valeur dans lequel on n'est pas habitué. On ne vous entend pas, ils ont coupé la caméra. Voilà, on ne vous entend pas, M. Sélénis. Vous avez coupé le son. Côté observatoire, on ne Ouais. vous entend pas. En tout cas, c'était ma remarque. Je vous remercie, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de données dedans. Je pense que j'irai visiter les liens. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. C'est une remarque qui m'avait quand même un petit peu alertée. Mais en tout cas, merci pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante. Donc, alors, Sylvie, François, par exemple, c'est vous qui êtes les plus éloignés géographiquement de nous aujourd'hui. Vous avez peut-être des réactions, des questions, des remarques? Alors, effectivement, par rapport à une activité, sans rentrer dans le débat, mais ce n'est pas une question de genre, parce qu'évidemment, on peut réutiliser votre remarque à l'instar d'un père célibataire, qui serait évidemment aussi catégorisé comme étant inactif, mais on a bien compris que ce sont des catégories. Et effectivement, en droit, il y a aussi pas mal de catégories. On raisonne par catégorie, donc c'est à la fois surprenant sans finalement l'être. Finalement, moi, ce qui m'intéresse dans cet exposé qui est très précis, et j'ai appris énormément de choses, je vous remercie pour la qualité de cette présentation. Moi, ce qui m'intéresse évidemment par la suite, c'est évidemment la mise en place de politiques publiques. Comment effectivement ces éléments-là vont pouvoir bouger, comment on peut intervenir, comment on peut mettre à l'agenda ces différentes catégorisations, ces pourcentages qui sont évidemment parfois très hauts dans certaines catégories, on l'a bien compris, et comment l'action publique peut justement contribuer à modifier cette catégorisation. Comment on peut effectivement faire baisser certains pourcentages, faire augmenter d'autres pourcentages. On pourrait faire référence aussi à la question de l'illettrisme, par exemple, et c'est ça évidemment l'élément qui est déterminant, c'est cette bascule entre ces éléments chiffrés, ces éléments statistiques, et ce que fait l'action publique pour procéder, et ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, et ce qu'elle ne fait pas aussi, parce qu'on est aussi dans ce que j'avais développé antérieurement en Martinique, c'est-à-dire
des politiques publiques négatives, c'est-à-dire le fait qu'on sache qu'il y a une difficulté dans une catégorie et que la puissance publique n'intervient pas. Donc ça, c'est un autre élément qui est intéressant, hein, l'action ou l'inaction, pour quelles raisons on est dans cette catégorie et pourquoi l'action publique intervient ou n'intervient pas. Donc c'est finalement la deuxième étape de l'étude, si on peut dire. Merci François. Et toi, Sylvie, un commentaire? Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié la présentation, en fait, parce que ma connaissance de la Martinique est quand même, somme toute, assez superficielle. Donc, j'ai beaucoup apprécié de savoir les enquêtes populationnelles qui étaient mises en place, la méthode aussi qui soutenait la réalisation de ces enquêtes-là. Et en fait, je partage aussi, à titre personnel et de chercheur féministe, la posture de ma collègue à l'effet que le travail du CARE est toujours somme toute, un peu banalisé, glissé sous le tapis. Et je pense, un peu comme elle, bien sûr, que ces questions-là devraient être mieux reflétées, peut-être par l'ajout d'autres sous-questions dans la formulation des enquêtes pour refléter le réel portrait de l'occupation des personnes qui, somme toute, sont tenues de s'occuper ou s'occupent des gens autour d'elles. Mais en fait, avant de partager d'autres réflexions, je pense que j'aimerais prendre connaissance des résultats plus poussés des autres enquêtes qui ont été nommées, notamment, l'un de vous parlait du cadre de vie, sécurité aussi. Donc, j'aimerais bien, en fait, si jamais dans le prochain courriel, on pourrait nous pister vers les lieux de publication de ces enquêtes-là. J'aimerais ça pour la prochaine réunion, pouvoir me préparer un peu plus adéquatement en lisant, à tout le moins s'il y a des résumés exécutifs, prendre acte de ces enquêtes-là pour pouvoir bien réfléchir avec vous. Merci. Oui, alors Sylvie, je crois bien que tu es déjà dans le Slack, hein? Oui. D'accord? Donc, dans le Slack, tu vas trouver déjà un certain nombre de ressources, premièrement. Deuxièmement, Nadine nous avait fait un travail de recensement de travaux distants dans ce domaine-là tout à fait intéressant. Alors, je ne sais pas si tu as déjà reçu cette liste d'articles, d'études, de documents disponibles. Si ce n'est pas le cas, on va le faire pour vous tous d'ailleurs. Hein. Et puis, on compte sur vous, hein, notamment, on compte sur vous pour abonder, enrichir cette liste-là de façon à ce qu'effectivement, on puisse disposer d'un maximum de matériaux, puisque le territoire est étroit, la population n'est pas importante, mais ça n'enlève rien à la complexité, à l'urgence des besoins, d'évolution des politiques publiques, dans le sens que François évoquait là, il y a quelques instants. D'accord? Donc, Pierre-Olivier, peut-être que Pierre-Olivier n'a pas beaucoup insisté sur le fait qu'il a créé et dirige l'Observatoire caribéen du climat scolaire. Pierre-Olivier, est-ce que tu as des réactions caribéennes par rapport à ce que nous avons évoqué aujourd'hui, hein, d'inspiration caribéenne, je veux dire, par rapport à ta connaissance de différentes actions sur différents territoires de la Caraïbe. Hein? Ok, merci pour me donner la parole. Déjà, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. J'ai trouvé ça aussi très, très intéressant. Je me rends compte qu'il y a certains chiffres que je n'avais pas connaissance de certains taux qui m'ont un peu étonné pour certains. Et donc, c'est bien de se replonger dedans. Donc, je vais reprendre aussi connaissance des publications que vous avez en ligne sur votre site. Des réflexions caribéennes, c'est un peu compliqué, je ne sais pas trop, mais effectivement, il y a certaines particularités des Antilles qui se retrouvent dans les autres îles de la Caraïbe. Donc, en soi, je pense qu'il y a moyen de communiquer. Après, je n'ai pas de chiffres, de statistiques, de choses comme ça qui pourraient alimenter. Je ne sais pas si vous en avez sur d'autres îles. Oui. Non, je te prends au dépourvu, bien entendu, mais c'est la spontanéité de la discussion autour de cette très riche présentation. Mais effectivement, c'est une préoccupation. Hein, c'est ça que oui, peut-être juste pour... Vas-y.
Oui, juste pour réagir, peut-être que ça fait un peu un lien avec la question que tu me poses, mais c'est que je me disais aussi qu'on a besoin aussi peut-être de comparer avec des territoires qui sont plus comparables, parce qu'à un moment, je vois vous proposiez des comparaisons avec la France. Alors, c'est vrai que voilà, c'est normal, parce que c'est un des départements, régions qui fait partie de la France, donc on le compare à la population globale. Mais des fois, je me dis qu'est-ce que ces comparaisons ont vraiment du sens? Voilà, est-ce que ces territoires se ressemblent ou pas? On voit qu'à différents points de vue, ils se ressemblent pas tellement. Donc, je sais pas, je me dis peut-être ça fait le pont avec ce que vous me dites sur la perspective caribéenne, peut-être aussi comparé à des territoires autour de nous, je sais pas, ou comparé à certaines régions qui ressemblent plus. Et je sais que par exemple, dans le cadre des enquêtes cadre de vie et sécurité, pour faire un peu le pont avec ce que vous avez dit avant, voilà, il y a des chercheurs, notamment je pense à Laurent Moutieli, qui s'étaient intéressés à comparer par exemple la ville de Marseille avec la Seine-Saint-Denis, en montrant que en fait, ces territoires se ressemblaient beaucoup plus sociodémographiquement au niveau de la structure de la population, de la structure des familles, etc. Plutôt que comparer Marseille à Paris, où là, on avait l'impression que Marseille, c'était une ville très dangereuse, etc. Donc voilà, il y a peut-être ça comme réflexion, mais ça, c'est peut-être, voilà, c'est pas une injonction, c'est plutôt une idée aussi d'essayer de comparer avec d'autres départements peut-être qui ressemblent plus pour aussi être moins misérabiliste en montrant qu'il voilà, il y a des taux de familles monoparentales très hauts. Et je pense que c'est important aussi de ne pas... Voilà, quand on compare à la France, évidemment, on se dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ou... Voilà, voilà c'était ça mes réflexions. Bah, merci. Et merci beaucoup, Pierre-Olivier. Et des réflexions pleines de sens. Je ne pense pas qu'on va dire autre chose ici, n'est-ce pas? D'autres commentaires, peut-être? D'autres réactions? Nadine? Oui, il y en a pas mal. Bon, d'abord, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'aurais dû le faire, que Paola Lavra, Roger Cantacuzen et puis Joël Kabil, Myriam Thiraud et Mylène Zobda, nous avions été chargés par l'INED de l'enquête de suivi de l'enquête Migration, Famille, Vieillissement. Et que par ailleurs, Charles, tu disais tout à l'heure que j'avais envoyé une liste. C'est la liste qui émanait du travail de recherche du groupe Genre et Société dans la Caraïbe, qui existe depuis une petite vingtaine d'années, disons. Et puis oui, enfin, on a aussi fait, tout ce groupe, enfin, on a aussi fait une enquête particulière pour la CNAF sur monoparentalité, précarité, et actuellement avec Roger et Joël Kabil. Donc, je termine donc notre rapport sur la question de coparentalité, séparation à la Martinique, mais qui en fait porte surtout sur la question de la paternité, de la reconnaissance des enfants ou non, et des familles monoparentales. Alors, par rapport aux familles monoparentales, Pierre-Olivier disait tout à l'heure que c'était un problème de comparer avec la France. Oui, mais il y a, en même temps, je pense qu'on oublie peut-être un peu trop souvent qu'il y a beaucoup d'Antillais en France. Et par exemple, enfin, les exploitations qui sont faites de l'enquête migration, famille, vieillissement sont vraiment passionnantes. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est intéressant de comparer. Ils ont donc sorti des comparaisons sur les natifs restés en Martinique et les natifs vivant dans l'Hexagone et les structures familiales, et qui diffèrent quand même beaucoup. Et par exemple, je crois que c'est Stéphanie Condon, enfin je ne me souviens plus exactement l'auteur, mais qui a montré que les Antillais dans l'Hexagone se marient plus souvent qu'aux Antilles, et qu'il y a beaucoup moins de familles monoparentales, même s'il y en a plus que de familles françaises. Enfin, françaises. Donc c'est intéressant de comparer, je pense, les structures familiales des natifs d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, et des natifs qui sont dans l'Hexagone avec les non-natifs qui sont dans l'Hexagone. Et on voit que,
enfin, c'est très en relation avec le petit débat qu'on a eu tout à l'heure à propos de la crise, où on voit bon, il y a une différence de capital social, de possibilités d'emploi, de possibilités même de fonder une famille entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis. Et voilà. Alors sinon, ce que j'ai regretté déjà quand j'ai travaillé sur les données de l'INSEE pour mon rapport, mais encore là tout à l'heure, c'est que par exemple, les statistiques, le tableau sur les personnes qui vivent seules, par exemple, ça ne soit pas aussi fait par genre, parce que je pense que c'est extrêmement différent. Hein. Et moi, je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir disposer d'une statistique, bon, pour la Martinique, mais enfin, éventuellement plus largement, sur les situations familiales disons, des 20 à 40 ans, hein, éventuellement par tranche d'âge quinquennale, ça serait vraiment bien, parce que, bon, on voit en gros quand même que les hommes restent chez leurs parents jusqu'à 30 ans, que les femmes en sortent beaucoup plus tôt, que elles font aussi beaucoup plus tôt un enfant. Bon, là aussi, je pense que la question des grossesses précoces, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle précoce, parce qu'en Martinique, ce n'est pas très précoce. Hein, si on compare, par exemple, à La Réunion ou à Mayotte, ou je ne sais pas, bon. Donc, quand on parle de grossesse précoce, je pense qu'il faudrait définir et dire de quoi on parle, parce que bon, avoir une grossesse à 20 ans ici, ce n'est pas forcément très précoce. Voilà, mais surtout, j'aimerais vraiment beaucoup qu'un grand nombre de tableaux et de données statistiques soient présentés par genre, parce que c'est, je pense, quand même quelque chose d'assez important. Voilà. Oui, mais Mélanie, est-ce que les grossesses précoces, c'est surtout pour les adolescentes en principe? A priori, c'est comme ça que c'est recensé, les adolescentes de moins de 18 ans. Je ne sais pas si on m'entend. Hein? Oui. Je n'entends pas Nadine. Oui. Nadine, ton micro est fermé. Ouais. Oui, je disais, tout dépend. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une loi qui détermine quand la grossesse est précoce ou pas. Hein. Et donc, selon les auteurs, selon les tableaux, selon les interprétations, on va considérer qu'il s'agit de grossesse précoce ou pas. Alors, Catherine faisait remarquer que pour elle, alors je ne sais pas, je repense à mais je ne sais pas si je peux, Catherine, oui. Mais Catherine disait que pour elle, même si c'est à 20 ans, quand on n'a pas d'instabilité financière, d'emploi et des choses comme ça, elle considérait que c'était une grossesse précoce. C'est ce que tu disais. Oui. Alors, je pense que presque toutes les grossesses en Martinique sont précoces, même à 40 ans. Oui, moi, je pense, pour ma part, quand on n'a ni logement, ni travail, ni quoi que ce soit comme stabilité, pour moi, ça semble précoce. Non, ce n'est pas précoce, c'est précaire. Mais ce n'est pas précoce, c'est précaire. Oui, c'est vrai. 35 ans, est enceinte, sans logement, sans emploi, on n'est pas précoce, mais on est précaire. Oui, c'est vrai. Je crois que le mot est plus adapté, c'est juste. C'est pas le même prix. Voilà. OK. Roger, tu es bien silencieux. Oui, les effets de la fatigue. Je travaille très fort pour depuis moi ce matin. Je pense que, enfin, ce que souligne Nadine, en fait, ça amène à attirer l'attention sur en fait, le fait de croiser plusieurs éléments, hein, et notamment de croiser les catégories socio-professionnelles, en même temps que les situations qui sont évoquées. Et je pense que c'est assez intéressant de les croiser. Par exemple, lorsqu'on parle de monoparentalité, de croiser la question de la monoparentalité avec la question de la situation, des catégories socio-professionnelles, de croiser également avec la question du genre, c'est-à-dire comment ça se pose en termes d'hommes et de femmes. Et puis, c'est vrai qu'il y a cet angle aveugle, enfin, en tout cas, qu'on a peu utilisé, mais qui est utile, dont vient de parler Nadine, qui est la question de l'immigration, en fait. De pouvoir effectivement tenir compte de quelles sont les trajectoires, finalement, des personnes natives de Martinique qui sont parties ailleurs,
qui évoluent ailleurs et de voir comment ces évolutions peuvent se faire de manière différente en fonction des territoires et surtout en fonction des opportunités, notamment économiques, qui existent dans ces territoires d'accueil. Je pense qu'on a un vrai travail comparatif intéressant à faire à ce niveau-là. Il y a une autre question un peu dans ce genre-là qui moi, m'intéresse. J'essaie de savoir, par exemple, la paternité, combien de jeunes ou de personnes ou de familles monoparentales se retrouvent dans cette situation de monoparentalité liée à des décisions de justice, par exemple. Combien de personnes se retrouvent, par exemple, en prison et comment ça se passe dans la parentalité? Ça, ce sont des questions qui, même si ce sont des épiphénomènes, vont amener à expliquer peut-être d'autres choses. Est-ce que toutes les personnes qui sont dans la monoparentalité le sont à cause d'une séparation du couple ou est-ce que c'est d'autres choses? Voilà, donc ce sont des questions. Moi, je n'ai pas les réponses, mais ce sont des questions que je me pose. Alors, si je peux reprendre la parole, pour la monoparentalité, ce qui me semble la spécificité justement des Antilles et même plus particulièrement peut-être de la Martinique, c'est que les familles monoparentales, contrairement à ce qui se passe dans l'Hexagone et dans beaucoup de pays, elles ne sont pas issues de la séparation d'un couple. Généralement, le couple n'a même jamais habité ensemble. Le couple n'a jamais habité ensemble, l'enfant généralement n'est pas reconnu par le père et c'est vraiment ça. Alors c'est quand même intéressant de temps en temps de comparer avec la France parce que on voit vraiment on ne parle pas de la même chose. Moi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai travaillé longtemps en France sur les questions des familles monoparentales. On me crédite même d'avoir importé le terme en France, mais ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même chose. On parle de familles recomposées en France, il y en a ici, mais il y en a peu, et ce n'est pas la même chose. Et les familles monoparentales, ce n'est pas les mêmes. En France, les enfants qui sont en situation avec un parent seul, généralement, ils ont vécu au moins un peu de temps avec l'autre parent. Ils ont été reconnus par l'autre parent ou l'autre parent était marié. Enfin, donc, leur filiation est légalement établie, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et donc, on ne parle pas de la même chose, à vrai dire. Et puis, une question à l'INSEE, dans le tableau que vous nous avez exposé, il m'a semblé lire, je me suis peut-être trompé, que la maternité représentait une forme de statut social pour des femmes, pour des personnes. Un substitut. Un substitut, c'est ça? Oui, enfin, si je peux répondre aussi, c'est une des conclusions de l'enquête MFV que les femmes qui sont natives de Martinique, par exemple, qui n'ont pas quitté la Martinique, qui sortent du système scolaire, elles ont un enfant dans l'année qui suit, en grande quantité. Et qu'elles n'ont pas d'opportunités vraiment intéressante sur le marché du travail et avoir un enfant, c'est un statut social qui ouvre des droits également. Et en corrélation encore avec ça, pour pousser un peu plus loin, est-ce qu'on a une idée ou des chiffres ou quelque chose qui puisse donner, par exemple, le taux d'illettrisme dans cette population-là? Bon, elle ne passe pas le service militaire, donc je ne sais pas si c'est... Enfin, oui, quand même... non, c'est-à-dire généralement, quand même, elles ont leurs enfants après avoir été testées à la journée civique, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, je ne sais pas si on a une idée du taux d'illettrisme. Mais bon, de ce que je sais, ce n'est pas vraiment l'illettrisme. C'est un faible niveau de diplôme ou pas de diplôme. Et quitter le système scolaire sans diplôme ou avec un diplôme extrêmement peu monnayable sur le marché du travail. D'accord. Merci. Oui, pour nos amis. Excusez-moi de répondre à la place de l'INSEE. Non, mais c'est de toute façon, la réponse que j'aurais faite est basée sur, vous avez tout à fait raison, c'est l'une des conclusions de l'exploitation de l'enquête MFV 2009-2010. Donc, vu que vous la connaissez, il n'y a aucun souci, on est raccord, il n'y a pas de souci. Ok. C'est une réflexion, en faisant des réflexions
qui vont dans le sens de ce qu'on essaie un peu de faire à l'Observatoire. Hein. C'est-à-dire que là, il y a une prise de conscience de la nécessité de contextualiser, d'analyser, de bien poser hein, le cadre, hein, les tenants et les aboutissants des politiques de parentalité et des stratégies et actions des différents acteurs de la parentalité, pas que les acteurs publics, hein, les acteurs associatifs, etc. Et donc, les alimenter en éléments concrets, aussi bien statistiques que de réflexion scientifique, hein, pour que, effectivement, leurs actions soient mieux ciblées, soient mieux organisées, qu'il y ait des manques qui soient comblés, etc. Donc, je vous remercie beaucoup. Ces échanges-là sont très intéressants, très instructifs dans ce sens. Je pense que je vais me repasser le replay 2 ou 3 fois au moins pour tout digérer. Voilà. Enfin, essayer en tout cas. Madame Mélina Hyacinthe est toujours connectée à notre visioconférence par son téléphone. Est-ce qu'il vous est possible, Madame Mélina Hyacinthe, même si on ne vous voit pas, même si je suppose que vous n'êtes pas encore arrivé à la CAF, est-ce qu'il vous est possible d'intervenir oralement? Votre micro est enfermé, hein, à l'heure actuelle. Je lance ma machine au bureau. Ah, elle est arrivée à son bureau. Donc, nous aurons son intervention. Madame Mélina Hyacinthe était très contrariée. Vous les avez, vos 2 minutes, sans problème. Madame Mélina Hyacinthe était très contrariée, monsieur le directeur de l'INSEE, et vous, mesdames et messieurs, de ne pas pouvoir être avec nous dès le début de notre réunion. Hein. Pierre-Olivier, tu as posé une question dans la file de discussion? Oui, c'était simplement, comme on a 2 minutes, je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé, mais je me demandais si d'autres enquêtes étaient programmées par l'INSEE sur les mois ou les années à venir sur les thématiques dont on a discuté aujourd'hui. Alors pour l'instant, on est en train de digérer la 2e édition de l'enquête MFV, donc, et voir comment, en lien avec l'INED, naturellement, il y aura une publication commune comme la fois précédente. Donc, pour l'instant, on finit ce gros morceau-là parce que c'est vrai que c'est très dense et elle est très riche, cette enquête. Du coup, on en a pour quelques années, au moins 2-3 ans, à mon avis, à l'exploiter, à tirer tout ce qu'on peut en tirer pour ensuite se projeter vers autre chose. On est plus dans cette logique-là actuellement. Moi, un autre point qu'on n'a peut-être pas énormément mis en exergue dans l'intervention, c'est quand même le lien entre les types de familles ou de ménages et puis les phénomènes de pauvreté et précarité. Alors, il faut quand même bien avoir en tête que, parce qu'on a pas mal parlé des familles monoparentales, mais ce sont celles qui sont les plus touchées par les phénomènes de pauvreté. Déjà, quand on regarde ensemble Martinique, on a 2 fois plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, environ 1 100 € par unité de consommation. Donc, on est autour de 27% Et sur les familles monoparentales, on culmine à 10 points de plus. Donc, on est aux alentours de 38% des personnes vivant dans des familles monoparentales qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, ce qui veut dire que, compte tenu de la structure des familles chez nous, mais derrière, ça impacte d'autant plus de personnes. Et de la même façon, on va retrouver les hommes seuls qui, eux, dépassent carrément les 40% à vivre sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a bien, et j'y ai pensé quand vous parliez de politiques publiques à mener, d'actions concrètes.
c'est vrai que compte tenu de la structure familiale, du marché, de la situation économique et sociale, du marché du travail, derrière tout ça a des conséquences sur les phénomènes de pauvreté, précarité auxquels nous sommes confrontés dans le contexte actuel, qui est un contexte inflationniste avec des problématiques de vie chère. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir à l'esprit. D'accord. Bon, alors décidément, excusez-moi, la technique n'est pas du côté de Mme Medina Yacine ce matin, donc je crois qu'elle va essayer là de nous parler depuis son téléphone. Mme Medina Yacine, c'est possible? Votre micro est coupé hein, pour l'instant. Est-ce que c'est possible que vous interveniez là? Votre micro est coupé apparemment. Non, ça ne passe pas. C'est pas un bon jour. Je vous garantis que j'ai déjà réussi à faire des visioconférences avec Mme Medina Yacine et que habituellement ça marche. Mais là, son appareil a peut-être été impressionné par la quantité et la qualité des intervenants, je ne sais pas. Et donc, alors, je vais essayer une dernière chose peut-être, c'est de l'appeler et de mettre le haut-parleur sur mon téléphone portable pour qu'elle intervienne par ce biais-là. On essaie comme ça, puisque rien ne fonctionne. Donc, on appelle Mme Medina Yacine. On va le temps de composer. Quoi? Ah oui, d'accord. Salut tout le monde, à bientôt. C'est pas ouvert, mais bon. Voilà, alors j'essaie de mettre le haut-parleur là pour voir ce que ça peut donner. D'accord? Bon, là, vous êtes sur mon haut-parleur. Voilà. Alors, vous pouvez parler pour qu'on voit si on vous entend bien. En tout cas, moi, je vous parle. Est-ce que tout le monde entend bien? Bonjour à Oui, tous. très bien. Oui, Très bien. Merci. Oui. Bonjour à tous. J'avais l'image. Donc, j'ai pu voir Madame le Faucheur, Monsieur Vest. J'ai vu qu'il y avait 11 personnes. Bonjour, Monsieur Sélénis et tous les participants. Bonjour. Donc, je n'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu à partir du moment où je me suis connectée. Et puis, j'ai dû raccrocher pour refaire toutes les manœuvres qui normalement sont effectives et ne m'ont jamais posé problème. Mais Zoom, ce n'est pas notre outil. Et donc, depuis le smartphone, c'était compliqué. Pour résoudre le problème, j'ai ma machine qui mouline, il faut tout paramétrer. Donc, ce ne sera pas aujourd'hui le paramétrage. Je voulais vous saluer cette initiative, cette conférence. J'ai entendu des choses très, très intéressantes. Certaines, je voulais réagir, par exemple, quand on a dit entre grossesse précoce et grossesse précaire. Alors, j'avais envie de dire, mais est-ce que ces femmes doivent subir la double peine? Voilà, ça c'est juste la femme martiniquaise en moi. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, j'ai trouvé ça très intéressant. Lorsque vous avez parlé de différences de territoires, ce ne sont pas les mêmes territoires, ce ne sont pas les mêmes réalités, il y a des nuances. Et puis, j'ai beaucoup aussi apprécié l'approche qui consiste à dire, oui, il y a des Antillais à Paris, quoi. Et donc, on peut reconstruire les attitudes antillaises à Marseille. C'est pas ce que vous avez dit. Mais en tout cas, on retrouve les mêmes composantes. Et donc, moi, j'ai trouvé tout ce que j'ai entendu très, très intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ces propos-là? Là, je n'entends pas. Oui, là, vous m'entendez? Oui. Voilà. Alors, je demandais, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ces propos? En tout cas, je vous remercie d'avoir autant persévéré pour participer à notre rencontre de ce matin.
Et ça veut dire qu'on va devoir refaire quelque chose dans les prochains temps, mais on va faire autre chose que voilà, on est un petit peu d'avance parce que moi, il y a 2 jours, l'agenda est déjà très contraint, mais néanmoins, c'était important pour moi de rejoindre. Et donc, je veux dire, comment dire, moi, je savoure tout ce que vous dites, c'est le bonheur d'être à l'université, vous voyez, le fait de s'arrêter, de réfléchir, de qualifier, de tenter de qualifier ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, ben, c'est important. C'est important pour les projets, c'est important pour nous confirmer, nous conforter dans ce que nous faisons, ou encore, ça nous amène à réfléchir en nous disant, mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie et qu'il faudra probablement prendre en compte tout ce qui est dit dans l'approche que vous venez de décliner. Et de vos regards croisés. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres, tous et toutes ici présents ou à distance, au demeurant, si vous avez d'autres réflexions, d'autres interventions à faire, parce que comme toute bonne chose a une fin et que c'était une très bonne chose, donc on est sans doute proche de la fin, là. Pas d'autres interventions, Emmanuel, ça va? Oui, ça va. Ah, ok. Monsieur Hulin a dû s'excuser. Il doit être arrivé en pilote, mais comme il va à pied, donc il fallait qu'il tente, quoi. Voilà. Madame Ferrer avait des obligations professionnelles. Madame Parent, pardon, avait des obligations professionnelles. Donc, voilà. Alors, donc, écoutez, je vais demander à monsieur le directeur de l'INSEE s'il veut bien nous dire son mot de la fin. Aujourd'hui seulement. Oui. Parce qu'on ne va pas rester actif entre-temps. Non, moi, je tiens à vous remercier, chacun des participants, pour la richesse des échanges. Enfin, nous, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour côté sociologue, chercheur, pour justement, par rapport aux données quantitatives dont on dispose, avoir une approche un peu plus quali et enrichir nos analyses. Et du coup, certains d'entre vous ont cité des publications, des travaux de recherche, etc. Et on ne manquera pas de revenir vers vous pour avoir, de la même façon qu'on vous donne une série de références, nous aussi, vos références bibliographiques nous intéressent grandement. Et puis, donc, merci à vous, Monsieur Sénélis et Madame Laguerre, pour l'organisation et l'initiative, et évidemment, également aux collègues de l'INSEE qui ont porté ça en totale autonomie. Donc, voilà, la prochaine fois, elles feront tout toutes seules. Sans moi. Non, c'est toujours un plaisir, cette collaboration. Et puis, on a un certain nombre de suites à donner. Donc, vous me les avez occupées un petit peu pour quelques jours. Hein. Mais c'est avec plaisir qu'on donnera suite. Donc, voilà. Merci encore. D'accord. Merci à tous. Oui. Vous souriez toujours, vous riez même toujours, donc c'est bon signe, ça veut dire que les choses sont sur les bons rails. Madame François, Madame Roch, Madame Pallaré-Delou, Monsieur le directeur, vraiment un grand merci pour ce travail. On est conscient la clarté et la simplicité, entre guillemets, de la présentation est sans doute inversement proportionnelle à la quantité de travail qu'il a fallu produire pour y arriver. Donc, un grand merci. Vous avez pu avoir un échantillon pour la mesure de nombreuses attentes qu'il y a sur le terrain. Je crois que Madame Minayacette vont rapprocher, mais je crois qu'une réunion vraiment avec la caisse d'allocation familiale et des acteurs de terrain de la parentalité va s'imposer pour leur présenter de la même façon ces questions-là et puis recueillir aussi des éléments de retour. Ce sont des sensibilités différentes et donc je me fixe là comme un objectif le plus
proche possible, hein, compte tenu de certaines petites difficultés de fonctionnement que nous rencontrons actuellement. Hein. Mais voilà, je suis très content. Je crois pouvoir dire que Madame Laguerre aussi, nous sommes très contents donc, de la tenue de cette réunion. Et puis, nous vous remercions à nouveau de votre disponibilité et ne manquerons pas de rester à l'écoute de vos propositions. Je fais l'offre de service de Slack, n'est-ce pas? Ceux qui n'auront pas peur d'avoir un nouvel outil éventuellement sur leur smartphone dans la personne de Slack, n'hésitez pas à me le faire savoir, ou ça sera avec spontanéité et plaisir qu'on vous y adjoindra. Je peux vous garantir que le menu de Slack à l'heure actuelle est déjà très alléchant et qu'il y a matière à bien se restaurer et bien alimenter ces réflexions. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bon week-end à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end également. Merci. Merci Bon aussi. week-end. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.